parcours, j'ai fait des études de psychologie et à cette époque aussi un petit peu d'ethnologie, anthropologie. Ensuite d'orthophonie, c'est la rééducation des troubles du langage. Je m'intéressais beaucoup au rapport entre pensée et langage. Et puis ensuite je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai eu une vie de résidence à l'étranger, qui m'a un petit peu empêchée de mettre en route des projets personnels, professionnels. Résidence à l'étranger en Afrique et puis à un moment dans l'océan Indien. Mon mari a eu plusieurs postes dans l'océan Indien qui se sont succédés, bon, de manière assez hasardeuse, mais finalement on est resté une quinzaine d'années dans l'océan Indien. Et c'est à cette occasion que j'ai fait un premier séjour à Mayotte, que j'ai pu continuer mes études à La Réunion, puisqu'il y avait à l'époque à La Réunion de l'anthropologie, dirigée par Paul Ottino, qui a été mon maître de thèse. Et ensuite séjourner à Ngazidja, donc découvrir les autres îles de l'archipel, et puis à Madagascar. Et à partir de là, nous sommes rentrés en France et j'ai candidaté à des postes et je suis rentrée au CNRS, où j'ai pu alors m'adonner à fond à la recherche avec un encadrement et des moyens adaptés. Ce hasard que mon mari ait eu un poste à Mayotte et que, bon, on a vécu 2 ans, moi j'étais mère de famille d'enfants petits, donc ça a été d'abord une mise en route lente, si vous voulez. J'ai appris la langue un petit peu, j'ai eu la chance de rencontrer John Breslar, qui était un anthropologue américain, qui a travaillé à Mayotte au niveau de l'habitat, et donc qui a fait lui-même un travail de description et d'analyse de l'habitat mahorais, mais aussi de la parenté et du fonctionnement des villages à Mayotte, qui est un travail très intéressant, très important, et qui donnait des cours de mahorais. Donc ça a été, vous voyez, une suite de hasards en fait. Voilà, donc à partir de là, j'ai pensé que ça n'allait pas avoir de suite, mais le fait qu'on ait pu ensuite résider à La Réunion, que de La Réunion je fasse des séjours à Mayotte de recherche dans le cadre de l'université, peu à peu a fait que j'ai pu produire une thèse sur ce sujet, sur la vie quotidienne à Mayotte, c'est-à-dire sur les interactions les plus ordinaires en fait. Et en partant ensuite à Ngazidja, j'ai ouvert mes interrogations. D'abord, j'ai essayé de comprendre et de découvrir l'île de Ngazidja, qui était un tout autre milieu que Mayotte pour moi. M'adapter à un changement linguistique également. Et avec Moussa Saïd notamment, Moussa Saïd Ahmed, on a beaucoup fait de découvertes de terrain, en fait, en visitant l'île, en découvrant les monuments historiques, qui sont modestes, mais qui sont là, hein, qu'il faut savoir voilà, identifier et protéger. Et en allant voir des gens âgés ou en faisant des enquêtes vraiment intéressantes. Et je dois dire que Moussa Saïd Ahmed m'a beaucoup aidé quand je suis revenue en tant que chercheur au CNRS pour mes premières enquêtes sur le grand mariage. Bien entendu, ce n'est pas le seul. Toute l'équipe du CNDRS, a commencé par Damir Ben Ali, qui était son directeur à l'époque, Masséan Dalaoui, Manesha Sheikh, Moussa Issiaka, le regretté Moussa Issiaka, avec lequel j'ai beaucoup travaillé par la suite. Et puis tous les jeunes là qui m'ont servi également d'assistants de recherche et qui ont été des gens très importants pour ma recherche. Alors, comme on en parlait à l'instant, le fait même que votre think tank soit composé en majorité de gens de Ngazidja montre qu'il y a peut-être des différences dans les questions que se posent les gens et dans la manière aussi de s'associer entre les îles. Cela dit, des cultures différentes, les cultures, ce n'est pas des choses figées. Les cultures, c'est des processus en fait. On devrait parler plus de processus. Donc, il ne faut pas essentialiser la culture. On ne peut pas dire, bien sûr, il y a des institutions qui sont développées en Ngazidja, on va en reparler, qui ne sont pas développées de la même manière à Anjouan ou à Moélie ou à Mayotte, et inversement. Mais, et l'histoire aussi n'est pas tout à fait la même. Mais
parler de culture de manière très circonscrite en disant ça c'est une culture, ça c'en est une autre, elles sont pareilles, elles sont différentes. Je crois plutôt que c'est des processus culturels qui sont surtout faits d'échanges et de circulation, avec des éléments qui sont semblables ou qui sont comparables et des éléments qui sont différents. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a des jeunes ou des gens qui utilisent les travaux, qui vont utiliser pour Mayotte des choses que, bon, moi en particulier ou d'autres, qui ont été écrites pour Ngazidja. Par exemple, de dire qu'il y a de la matrilinéarité à Mayotte. C'est une institution qu'on a décrite pour Ngazidja, qui n'est pas forcément présente à Mayotte. On ne peut pas généraliser aux 4 îles tout ce qu'on dit sur une île. Mais il n'empêche que derrière ces différences, il y a de fortes similarités. Par exemple, la première similarité, c'est la matrilocalité. Les familles habitent chez la mère de famille qui elle-même est proche de sa mère. Donc le mari rentre dans la maison de sa femme, ça c'est le cœur de tous les rituels de mariage dans les 4 îles. Quelle que soit la différence entre ces rituels et entre les institutions qu'il y a derrière. Donc il y a des grosses similarités entre les îles. Il y a aussi des choses qui sont assez spécifiques à chaque île. Il n'empêche que la circulation, les échanges, les partages, le fait qu'il y ait une parenté en grande partie commune entre les îles, parce qu'il y a eu des alliances constamment entre les gens des différentes îles, l'appartenance à la même religion, à la même école religieuse, chaféite, sunnite chaféite, une histoire de commerce et de circulation commune, voilà, fait qu'il y a des grandes similarités. Et puis bien sûr une histoire coloniale aussi, qui a beaucoup de côtés négatifs, mais qui a accentué, si je peux dire, une certaine circulation, et notamment la circulation d'une élite. Parce que les premiers formés, les premiers instituteurs, les premiers infirmiers, etc., ont beaucoup circulé par leurs affectations entre les 4 îles, et d'abord ont circulé aussi au niveau de leur formation, notamment à Madagascar, et on voit bien que l'élite politique notamment se connaissait très bien entre les îles, les originaires des différentes îles. Il y avait une véritable classe politique qui avait été formée ensemble et qui était une classe finalement nationale, on peut dire. Bon, alors en fait, c'est pas seulement la vie quotidienne à Mayotte qui a changé, c'est la vie quotidienne dans toutes les Comores. Et c'est la vie quotidienne dans l'océan Indien et c'est la vie quotidienne partout, en fait. Bon, bien sûr, peut-être les changements sont plus flagrants dans cette partie du monde. En fait, qu'est-ce qu'on voit à Mayotte? La société est plus occidentalisée, mais on le voit aussi parfaitement dans les autres îles. Il y a une accélération des changements, mais cette accélération, est-ce qu'elle est due, en fait? Il faut se demander si l'accélération des changements est due à la départementalisation, ou est-ce qu'elle est due à d'autres choses? Est-ce qu'elle est due, par exemple, à ces développements technologiques qu'on a tous vécus ces 20 dernières années, en fait, avec Internet? Moi, ma première adresse Internet, je l'ai eue en 97. Pourtant, j'étais chercheur au CNRS en France. Mais on n'avait pas ça avant, tout simplement. Les téléphones, les premiers téléphones qui avaient des touches, et maintenant les téléphones qui sont des mini-ordinateurs, où justement on fait de l'Internet et toutes sortes de choses. Et tout ça, ce qui est intéressant, autant le téléphone fixe, vous le savez, en Afrique n'a pas tellement pris, autant le téléphone portable, là, s'est développé, s'est démocratisé à une vitesse formidable, et tous les gens ont ça. Même dans un petit village des Hauts-d'Anjouan, on va avoir des téléphones qui sont finalement des smartphones aujourd'hui. Bon, voilà. Donc ce changement dans la vie quotidienne et cette ouverture, cette connexion de plus en plus large, enfin toutes les îles l'ont vécu. Alors, bien entendu, il y a actuellement à Mayotte, du fait que c'est un département français d'outre-mer, des moyens et des cadres techniques, des plateaux techniques, si vous voulez, l'hôpital, les écoles surtout, qui font que pour une classe aisée, enfin je parle de classe, mais bon, une catégorie sociale aisée et moyenne, il y a des facilitations aujourd'hui à l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, tout ça au prix d'un déplacement en métropole. C'est-à-dire que les jeunes vont se former dans les grands centres de formation en métropole. Bien sûr, il y a un centre universitaire à Mayotte, il y a les premières années, mais voilà, des formations de toutes sortes. Et puis, un bassin d'emploi qui est en métropole, évidemment, beaucoup plus large, mais vous savez qu'à Mayotte, il est très restreint et que par conséquent, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu, je dirais, coincés
entre guillemets, en métropole, s'ils veulent rentrer à Mayotte et vivre à Mayotte, ce n'est pas toujours possible. Bon. Mais qu'est-ce qu'on voit à Ngazidja, où il y a beaucoup de migration sur la métropole? Ben, un peu la même chose. Bien entendu, c'est plus compliqué de migrer parce que soit il faut de l'argent, soit il faut tout simplement obtenir un visa qu'on n'obtient pas. Et par conséquent, c'est des migrations dites illégales. Mais au final, vous savez très bien que parmi vous, il y a de très nombreux jeunes, parmi vos concitoyens de Ngazidja, il y a de très nombreux jeunes qui eux aussi suivent cette filière et trouvent un emploi en France. Et voilà, donc oui, ça a changé à Mayotte. Il y a plus de moyens actuellement pour un changement accéléré. On voit aussi cette classe aisée, cette catégorie sociale aisée qui, bien sûr, a plus accès à cette occidentalisation, de manière plus confortable peut-être, mais qui reste aussi très mahoraise, je veux dire, qui tient à ses valeurs, qui tient à son île, même si l'île, elle change énormément. Et à côté de ça, bien, il y a des gens moins dotés, économiquement, socialement, culturellement, notamment les migrants qui viennent en grande partie d'Anjouan, qui, eux, ben, n'ont pas accès à tout ça, mais essayent quand même d'en avoir quelques retombées en étant sur place. Je vais vous répondre un peu de la même manière. Les mutations de la société comorienne, les mutations de toutes les sociétés. Moi, à l'âge que j'ai, je me retourne et je vois les différentes époques que j'ai vécues dans un environnement technologique, dans un environnement politique, social, qui était très différent. Enfin, les choses changent tout le temps. Donc, une société, c'est une société dans le temps. On est tous dans un déroulement temporel. Les développements technologiques, certes, ils ont été très intenses ces 30 dernières années, mais voilà, toutes les sociétés changent. Donc, votre question, les mutations et les transformations de la société comorienne sont-elles irréversibles? Et celles de la société française et celles de la société nord-américaine? Oui, le déroulement du temps est irréversible et on change. On a eu plutôt des changements d'ordre développement technologique. On n'a pas eu ces dernières années des grandes guerres, des grandes catastrophes. Comme vous le voyez, on a maintenant des problèmes d'ordre écologique, etc. Voilà, on est dans une pandémie, la Terre se dérègle. Bon, voilà, c'est des changements dans lesquels on est tous pris. Irréversibles. Oui, enfin, je veux dire, on peut agir sur certaines choses, bien entendu. Il y a des décisions politiques qui peuvent être prises, des décisions citoyennes qui peuvent être prises. Donc, je ne sais pas à quel changement vous faites allusion pour savoir si c'est irréversible ou pas. Je pense que c'est des grands cycles aussi, parce que d'une certaine manière, il y a eu un développement démographique dans ces petites îles qui font que, bon, c'était des îles qui vivaient de l'agriculture, c'est des villages qui vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une désaffection de l'agriculture, puisqu'on voit qu'il y a des terrains qui ne sont pas cultivés aux Comores, parce que les jeunes qui sont en âge de les cultiver aspirent à toute autre chose. Et moi, j'ai rencontré effectivement dans mes derniers séjours en Ngazidja, dans les villages, des jeunes qui ne faisaient rien, mais qui n'avaient pas du tout l'intention d'avoir un projet agricole, alors qu'ils avaient des terres familiales à disposition. Donc ils avaient un autre projet. Ils n'avaient pas du tout l'intention de vivre comme des agriculteurs, dans une agriculture en fait en plus peu mécanisée, peu rentable, et surtout avec des débouchés peu organisés. Parce que quand on voit le marché de Mayotte à côté de 3 îles qui sont agricoles, on pourrait se dire, et je pense qu'il y a des gens qui se le sont dit, que voilà, l'horticulture pourrait être beaucoup plus développée dans ces 3 îles des Comores, avec le marché de Mayotte qui actuellement est très, très important en fait. Et si cela ne se fait pas, c'est pour des raisons de législation, de réglementation, toutes les réglementations sur les produits frais européennes, puisque Mayotte c'est l'Europe, hein, interdisent ou empêchent beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que voilà, les jeunes aspirent à autre chose qu'à être simples cultivateurs chez eux. Et également, les techniques de culture, il est difficile de faire changer les techniques de culture. Par exemple, à Anjouan, il y a beaucoup d'ONG, d'associations qui essayent de donner des techniques de culture intensive aux gens. Mais on va y venir d'ailleurs avec vos questions suivantes. Les gens ne sont pas forcément dans une optique
d'exploitation pour le profit et pour le surplus, voilà, pour dégager des... Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que l'exploitation agricole est vécue dans les zones rurales aux Comores. Et c'est peut-être pas comme ça que d'une manière générale, l'activité économique est vécue. On n'est pas forcément dans cette optique capitaliste, en fait, de faire des profits et d'être dans une optique entrepreneuriale qui est celle de dégager des bénéfices pour les réinvestir et cette idéologie, si vous voulez, voilà, de l'entreprise. Que certaines personnes ont, ce sont les Indiens, qui sont des entrepreneurs dans l'âme, je dirais, parce que ce sont des familles qui se sont transmises depuis des générations cette idée de l'entreprise. Les premiers Indiens Gujarati présents dans cette zone de l'océan Indien, c'était des commerçants qui dominaient complètement les échanges commerciaux depuis... on a des témoignages très, très précis depuis le XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, et qui donc avaient un fonctionnement capitaliste au sens où il y avait un capital qui était investi dans des entreprises donc qui étaient avec des moyens, des bateaux, des grosses charges de marchandises et qui faisaient du profit. Ça, c'est pas tellement ce qui intéresse en fait les Comoriens, sauf une petite classe de marchands urbains enjoignés qui a donc fait vivre Domoni et Mutsamudu et un petit peu Wani sur ce type d'activité. Voilà, donc vous m'avez posé cette question et vous m'avez posé ensuite la question de savoir si les grands Comoriens peuvent se débarrasser du grand mariage. Donc j'en conclus que dans votre esprit, le grand mariage n'a pas un impact positif sur le développement, en considérant que le développement, ça serait quelque chose de positif, que le grand mariage serait une gêne ou un blocage. Je sens ça dans vos deux questions associées. Alors, il faut se demander en fait en quoi consiste exactement le grand mariage et en quoi consiste exactement le développement. D'un point de vue économique et social, quelle est la place en fait des Comores déjà dans le développement et puis quel est le rôle du grand mariage? Alors, on pourrait traiter ça sous deux questions. Le développement s'est produit par le système capitaliste qui est aujourd'hui mondialisé, avec des grands centres qui sont Europe, Nord-Amérique, Japon. Pour l'instant, puisque ces centres-là sont un peu en déclin. Et dans ce système mondialisé, les Comores ont une place très périphérique. Il y a une petite élite capitaliste aux Comores, mais voilà, c'est une place périphérique. Puis il faut savoir aussi, donc on va un peu parler de ça, pour savoir si les Comores peuvent véritablement avoir un développement et comment. Et puis, il faut savoir aussi que dans toute société, mais en proportion variable, il y a des échanges marchands, voilà, des échanges marchands, il y a des marchandises contre des valeurs, et puis il y a des échanges non marchands, qui sont internes à la société, qui sont dans les échanges matrimoniaux, par exemple, dans les échanges sociaux. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Un lien marchand, c'est un lien contractuel. C'est-à-dire que quand on a payé, la relation est rompue. Vous me vendez un paquet de vanille, je vous l'achète, je vous donne votre argent et c'est fini. Ok, au revoir, on ne se connaît plus. Voilà, un marchand qui passait. Alors, au contraire, un lien d'échange non marchand, comme par exemple les échanges de handa, les échanges de grands mariages, c'est une chaîne en fait de dons et de contre-dons. C'est-à-dire que ce n'est pas des dons au sens « je te le donne et puis c'est à toi, on n'en parle plus », comme on peut imaginer dans la vie courante. « Tiens, je te donne mon foulard, tu le trouves joli, je te le donne, on est quitte ». D'ailleurs, on n'est pas quitte parce que comme on est amis, c'est une relation de longue durée. Bon. Mais quand on paye dans ces dons et ces contre-dons, on parle de « uliva ». Dans le grand mariage, on ne dit pas de donner, on dit de « uliva » ou « patsa » ou « uliva ». Voilà, c'est emprunter, rembourser, c'est un système de dette en fait. Et là, plus on paye, plus on renforce la relation, au lieu de la couper. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Dans un système marchand, où je t'achète un truc, c'est fini, tu es le marchand, moi je m'en vais, je suis le client, et dans un système d'échange cérémoniel, en fait, qui sont en fait des manières de concrétiser des relations sociales, des relations humaines.
voilà, qui peuvent être égalitaires et qui peuvent être aussi hiérarchiques. Une façon aussi de renouveler des ordres hiérarchiques où les uns sont au-dessus et les autres en dessous. Et ces deux sphères d'échange, parce qu'il y a quand même beaucoup de richesses qui passent, et dans les échanges de mandats, et dans le commerce et la vie quotidienne. Et ces deux sphères, bien sûr, elles s'entremêlent, elles s'entrecoupent, mais elles sont totalement différentes d'un point de vue conceptuel, en fait. Donc, est-ce que on peut réfléchir à la fois aux échanges de mandats et à un développement capitaliste, un développement... oui, mais en ayant conscience que ce sont deux sphères d'échange qui sont parallèles. Donc, est-ce qu'il est nécessaire que l'une soit détruite pour que l'autre prospère ou inversement? Ce n'est pas du tout certain. Là, le grand mariage, c'est un échange de biens entre deux familles, d'abord, puisque je parle de Handa, de grand mariage, mais on sait que le Handa, bien entendu, ça célèbre d'autres moments de la vie des gens, etc. Mais disons pour le mariage, entre deux familles, et puis entre chaque membre de ces familles et des groupements, des groupes sociaux, qui sont les associations de quartier pour les femmes, il y a plein d'associations, vous le savez, les associations de classe d'âge pour les hommes, de statut, etc. Bon. Donc on a cette richesse, mais qui n'est pas marchandisée, qui à ce moment-là n'est pas marchandisée, mais il a fallu l'acquérir. Et pour l'acquérir, il a fallu travailler, faire des économies ou faire du commerce, etc. Mais là, dans ce système-là, il y a un autre sens. Donc cette richesse, en fait, elle est transformée en prestige. Parce que le but final, c'est d'être le roi de la fête, d'être la reine de la fête. Donc, et ce prestige-là, qui est quelque chose de symbolique, mais prestige pour soi, mais aussi pour sa famille. Enfin, donc, à l'intérieur de tout ça, il y a des liens de solidarité familiale, lignagère, etc. Ce prestige et ce statut élevé, on obtient un statut. On est Mdrumdjima, on est Pomamji, etc. Ben, c'est assez inégalé, je veux dire. Où, dans quelle institution métropolitaine, par exemple, ou dans quel cadre vous allez avoir un parcours possible pour obtenir un tel résultat d'un point de vue du prestige et du statut. C'est inégalé. C'est pour ça que ça a du succès, le grand mariage. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Et que même pour les gens qui sont en métropole, bien sûr, la génération des migrants, elle est très prise là-dedans. Les générations successives ensuite, quand on a été élevé et formaté dans une société, même si la famille est comorienne, ben la société française très hétérogène, hein, très mélangée, très multiculturelle, mais on a d'autres cadres de réflexion que ça, et on a aussi d'autres plans de vie que ça, donc on s'éloigne un peu de cet intérêt-là. Mais pour un migrant de première génération, franchement, il vit de manière ascétique en France, parce que ce résultat-là qu'il espère obtenir chez lui, il n'y a pas d'équivalent en France, quoi. S'il décide que non, je ne vais pas me lancer le grand mariage et tout, parce qu'en France, je peux avoir des satisfactions égales. D'abord, ça va être des parcours individuels, alors qu'au village, c'est un parcours familial, c'est un parcours collectif. Donc on l'attend aussi, parce qu'il doit des choses, parce qu'il a mangé finalement dans les mariages des autres. Et c'est voilà, le succès sociologique du grand mariage, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en fait dans les parcours de vie des gens. Et bien entendu, les générations suivantes installées en France, et françaises culturellement, sinon de nationalité, ce qui est bien souvent le cas, bah, sont un petit peu sous la pression de ça, puisque ce sont des entreprises familiales de se lancer dans les échanges de grand mariage, mais ont de moins en moins de raisons personnelles de le faire, en fait. Comment ça se passait autrefois? Parce que, bien entendu, je comprends bien votre réflexion, c'est celle de l'inflation des dépenses de grand mariage. Voilà. Ça atteint des sommes astronomiques, et même ceux qui sont à l'intérieur se disent il faut qu'on limite. Mais limiter, c'est très difficile, puisqu'il y a ce côté compétitif dans le grand mariage en Ngazidja, il y a toute une partie qui est égalitaire, c'est toute la partie des classes d'âge. On échange des choses, on est tous pareils, on est tous égaux. Encore que, on en reparlera peut-être, mais dans la gamme de systèmes de classe d'âge et de Handa que j'ai exploré dans les différents Midji de Ngazidja, on voit la transformation historique de ces systèmes, et on voit que dans les modèles les plus anciens, même dans les classes d'âge, on a une certaine hiérarchie des lignages qui est encore, qui se reflète encore. Mais bon, puisqu'on a en fait une articulation assez complexe et assez intéressante entre des matrilignages, des lignages matrilinéaires,
qui se positionnent les uns par rapport aux autres dans un ordre, je suis le premier, tu es le second, etc. Et un système associé et articulé très étroitement de classes d'âge, de garçons, d'hommes, où là on est tous égaux. Et paradoxalement, c'est articulé ensemble. Donc c'est ça qui est magnifique, quoi. Il y a vraiment des institutions qui sont assez extraordinaires. Et c'est pour ça que, et ça n'existe comme ça qu'à Ngazidja, il y a aussi à Moélie, mais c'est un peu différent. Et c'est pour ça que d'un point de vue purement, point de vue de la connaissance des sociétés humaines, la description et la compréhension de la société, des institutions de Ngazidja, elle intéresse tout le monde. Elle intéresse tous les gens qui sont dans les sciences humaines. Parce que c'est un cas d'institution humaine, sociale, qui est vraiment intéressant et qui met ensemble des choses qui pourraient très bien être contradictoires, mais qui les articulent. Et qui articule tout ça à l'islam, qui est très présent dans tout ça, alors que l'islam et la matrilinéarité n'est pas forcément sur les mêmes valeurs, sur les mêmes normes. Le grand mariage, donc, d'abord, voilà, il y a cette inflation du grand mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ, de toutes les façons, bon, on essaye de reconstituer historiquement, si vous voulez. Moi, j'ai fait mes enquêtes dans les années 2000, globalement. Et avec les enquêtes, j'ai pu remonter, disons, je pense, peut-être, est-ce que j'ai compris ce qui s'est passé sur un siècle? Je vais y revenir quand je vais essayer de vous tirer un peu les grands points, mais le grand mariage est une histoire de maison. Ce n'est pas une histoire d'individu, ce n'est pas un individu qui fait son grand mariage, c'est une maison, au sens d'aro, au sens à la fois du matrilignage dans son entier, et puis d'une maison réelle où il y a des mères, des oncles, des enfants, etc. Et c'est cette maison qui va agir par rapport à d'autres maisons dans un ensemble. Voilà, aujourd'hui, on constate qu'il y a une hiérarchie de ces maisons. Si on essaye de chercher dans l'histoire comment cette hiérarchie s'est instaurée, les réponses, elles sont d'ordre idéologique, si vous voulez. Les gens vont vous dire c'est parce qu'on a fondé la ville ou c'est parce qu'on a défendu la ville dans les guerres, donc on a pris la première place sur ceux qui l'avaient fondée, etc. Bon, il y a toujours des justifications. Les justifications, c'est aussi qu'on prend la première place en payant plus que les autres. Donc ces hiérarchies-là, elles sont aussi le reflet de domination. Et ces dominations, elles ont toujours eu une dimension économique, bien entendu. Même à Ngazidja, où ce n'étaient pas des grands commerçants, les gens n'étaient pas forcément des grands commerçants, c'est plutôt une idéologie de guerrier, de pouvoir s'imposer par la coercition sur les autres. Bon, toujours est-il que, moi par exemple, j'ai eu, grâce aux archives et même aux enquêtes, des renseignements sur l'époque de Saïd Ali et de ses grands mariages. Bon, le grand mariage de Saïd Ali, ce qu'il envoie, ce que les familles s'échangent, c'est des troupeaux de bœufs, de centaines de bœufs. C'est des dizaines d'esclaves qu'on envoie de l'autre côté, puisque les bœufs et les esclaves, à l'époque, malheureusement, c'était voilà, des êtres vivants, mais marchandisés, si on peut dire, ou en tout cas échangeables. Bon. Et on voit bien que dans les petits villages où j'ai fait aussi des enquêtes, les gens vous racontent que autrefois, autant qu'on leur a raconté en famille, un mariage se concluait avec l'échange d'un bœuf. Le mahari ou autre item d'échange, c'était un bœuf. Donc on voit bien que selon la hiérarchie sociale en général et économique, le grand mariage était quelque chose de très simple dans les petits villages libres, et puis quelque chose de très élaboré dans les grandes familles des lignages régnants dans les différents pays, les différents royaumes. Bon, on voit bien que cette inégalité, elle a toujours été là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Et disons à la fin du XXe siècle. Au XXe siècle, il faut savoir qu'il y a eu une démocratisation d'abord de l'islam, puisqu'il y a eu construction dans les différents villages de l'île, très progressivement, de mosquées du vendredi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des communautés qui n'étaient pas reconnues comme des vraies communautés de musulmans, puisqu'on devait aller à la prière du vendredi dans la ville la plus proche, peu à peu prennent leur autonomie. Une mosquée du vendredi, c'est politique, hein, donc peu à peu prennent leur autonomie. Et puis, peu à peu, la migration à Zanzibar, et puis ensuite à Madagascar. Sous la colonisation, Madagascar était un bassin d'emploi. Donc le paysan qui a très peu de terre ou qui est toujours dans des relations de dépendance avec les grands de la ville voisine, peut échapper à ces dépendances-là, aller travailler à Madagascar, gagner de l'argent, entre parenthèses, mettre ses enfants à l'école par la même occasion, et puis revenir, et à ce moment-là, célébrer un grand mariage mieux. Et à l'intérieur même de cette hiérarchie des villes et des villages,
là aussi, la hiérarchie des lignages entre eux, des familles entre elles, va à nouveau, vous voyez, se structurer. Bon, le grand mariage, c'est à la fois le reflet de ces hiérarchies et de ces volontés de progresser, et la traduction aussi. Donc c'est à la fois une manière de s'imposer sur les autres et une traduction de ces dominations et de ces dépendances. Voilà. Je ne vois pas comment, si c'est ça, on pourrait le supprimer d'un coup de baguette magique. Alors ce qui se passe, c'est que autant il y a un effet d'échange, de partage, de redistribution, de circulation qui fait qu'à un moment c'est votre tour et à un moment c'est le tour du voisin, ou de payer ou de récupérer. Parce que vous savez que les gens qui ont des cahiers, quand ils lancent un grand mariage, ils ont de l'argent dehors, donc ils vont récupérer pas mal de cotisations, pas mal de partage qui a été fait avant. Donc il y a tout un système qui a un certain équilibre. Mais en même temps, il y a cette idée de faire mieux que les autres pour progresser, pour monter, et cette accélération de la migration aussi, qui fait qu'il y a une entropie, il y a une inflation du grand mariage. Alors il y a une démocratisation du grand mariage, à ce point même que les villages qui étaient autrefois des villages serviles, des villages d'esclaves, qu'on appelait les jitréas, qui sont maintenant des villages ordinaires, non seulement font des grands mariages comme les autres, mais d'une manière ou d'une autre, malgré les dénégations de certains grands des grandes villes, d'une manière ou d'une autre, sont reconnus comme étant des communautés qui font des grands mariages. Parce que par le biais des relations personnelles et quand même les mentalités évoluent, il y a des représentations des autres Midji dans ces fêtes de grands mariages. Moi, je l'ai observé, non pas dans des petits villages ruraux, mais par rapport au quartier de Moroni, notamment, Irungoudjani, qui a cette histoire-là, et puis Magodjou, je crois. Enfin bon, notamment, on a observé à Magodjou, avec mes collègues, mes collaborateurs, comment se créer un mji au sens d'assemblée coutumière, avec des maisons qui s'installaient autonomes par rapport au quartier du centre-ville, et puis une nouvelle assemblée mji, avec des Wandouadzima qui font leur grand mariage. Donc c'est très intéressant de voir comment ces institutions-là peuvent se reproduire encore de nos jours, quoi. Chaque fois, c'est la traduction d'une autonomie politique. Une autonomie politique qui est basée, en fait, sur des moyens matériels, économiques. Voilà, tout ça est complètement lié. Donc on voit bien que tout ce qui va être de l'ordre des échanges marchands, dans la migration et dans les contacts avec les partenaires extérieurs, va être ensuite converti à l'intérieur de ces échanges-là en quelque chose de non marchand. Il n'en reste pas moins que c'est de l'argent qui passe, et aujourd'hui de plus en plus de l'argent monnaie. Hein. Avant c'était que des choses, et maintenant c'est aussi de l'argent, des billets qu'on se colle partout, etc. Bon. Donc, vous voyez, il y a des sphères d'échange là qui communiquent. Du coup, tout cet argent qui est économisé, qui est gardé, hein, qui est stocké dans les échanges de grands mariages, il n'est pas investi dans d'autres types d'entreprises, notamment des entreprises productives. Donc, voilà, il y a cette communication entre les deux sphères d'échange qui, évidemment, a des effets réciproques. Kawadani kamwamba kweli